Merci beaucoup de nous recevoir ce soir. Ah ben c'est moi qui vous remercie d'être là. Racontez-moi là, rapidement, on est venu vous chercher, si je veux simplifier. Là. Tout à fait, et à 2 reprises pour être exact. La première fois, on est venu directement me chercher en France alors que je suivais ma dernière année d'études en soins infirmiers. Et la deuxième fois, je suis passée par Recrutement Santé Québec, donc, qui est un organisme gouvernemental. Et c'est par cette entremise-là que j'ai été recrutée une deuxième fois, donc en 2023. Et actuellement, vous n'êtes pas certaine de pouvoir rester? Non, exactement. On n'a aucune certitude de pouvoir rester, alors que on nous avait promis lors de notre recrutement qu'au bout de 2 années de travail ici au Québec, que nous allions pouvoir accéder à la résidence permanente via le programme de l'expérience québécoise. C'est ça le PEC, oui. Tout à fait. Et là, écoutez, en novembre 2025, ça a été un énorme coup de massue pour moi, puis pour des milliers de mes collègues, pour des milliers de familles au Québec, parce qu'on parle du réseau de la santé, mais en fait, ça va même au-delà du réseau de la santé. Là, c'est toutes les sphères de l'économie et de la société québécoise qui sont touchées par cette abolition du PEC. Parce que quand le PEC a été aboli, vous n'aviez pas terminé le nombre de mois requis pour avoir la résidence permanente. Exactement. Là, je me qualifierais, si vous voulez, au mois de juin 2025, parce que 2026, excusez-moi. Je suis arrivée en juin 2024 avec mon conjoint et nos 2 enfants. Puis pour nous, c'est à cause du PEC, enfin grâce au PEC en tout cas, qu'on s'est décidé à s'installer ici, à déraciner nos enfants, à tout quitter en fait en France. Puis c'est ça, on est arrivé ici et le programme a été aboli. Et là, on vous dit, puis le ministre, je suis sûr, va vous dire dans quelques secondes, oui, mais elle peut s'inscrire à ce nouveau programme. Et là, sur appel, on va appeler les gens, puis elle va qualifier certainement puisqu'elle est infirmière. Ça ne vous rassure pas, là? Mais non, pas du tout, parce que je me suis inscrite dans ce programme-là depuis le début, depuis l'ouverture. Ça fait plusieurs mois déjà. Je n'ai pas reçu d'invitation. Puis en fait, je n'ai aucune certitude d'en recevoir une un jour. Et si j'en reçois une, mais peut-être qu'il sera trop tard, peut-être que mon permis arrivera à échéance. Que va-t-il se passer? En fait, on ne le sait pas. Puis c'est ça qui nous inquiète beaucoup, puis qui inquiète des milliers de familles ici au Québec. On n'a aucune certitude, aucune prévisibilité. Et on ne peut pas bâtir un avenir sur autant d'incertitudes. C'est impossible. On nous demande l'impossible. Est-ce que ça vous a étonné le nombre de personnes? On va revoir le tableau. David Gentili nous disait 6 000, et ça vient de Santé Québec, là, c'est pas des chiffres inventés par Radio-Canada. Là. 6 322 employés du réseau de la santé, des infirmières comme vous, il y en a 1 185 qui sont dans une incertitude. C'est quand même pas mal de monde, là. Oui, mais tout à fait. Puis j'en parle autour de moi, j'en parle énormément. Et j'ai exactement le même son de cloche. On est des milliers à vivre cette incertitude. Et puis quand bien même, je connais une infirmière qui a fait partie de la ronde d'invitation du mois de décembre. D'accord, elle a été invitée, mais quand est-ce qu'elle va recevoir son certificat de sélection du Québec? Depuis l'ouverture de ce programme, à ma connaissance, il n'y a personne qui a reçu de CSQ. Et nos permis de travail arrivent à échéance dans quelques mois. Pour certaines personnes, dans quelques CSQ, semaines. Là, c'est le certificat de sélection du Québec qui permet d'avoir ensuite la résidence. Très bien. Exactement. C'est la première étape, c'est l'étape préalable avant la résidence permanente. C'est un jeu de serpent-échelle infernal pour vous, avec une incertitude totale. Exactement. Puis, ça fait des mois qu'on est plongé dans cette incertitude. Et on ne peut pas avancer, on ne peut pas faire de projet pour l'avenir. C'est inhumain, en fait, ce qu'on nous demande. Puis comment on peut... je suis infirmière. Mon métier, c'est de prendre soin des gens. Comment on peut prendre soin des gens correctement quand nous-mêmes, on est maltraités? Et
et qu'on plonge nos familles dans une telle inquiétude, c'est impossible. C'est vraiment difficile d'avancer en ce moment par rapport à ça. Sabrina Couider, infirmière clinicienne, merci beaucoup de nous avoir... d'organisations qui demandent au gouvernement d'adopter une vraie clause grand-père. C'est donc un refus de la part du gouvernement. Le gouvernement se veut rassurant. Vous avez entendu M. Roberge. Alors, la mesure permettra de protéger les travailleurs étrangers. Oui, dans le domaine de la santé, comme l'évoquait mon collègue David, mais on a entendu les gens du monde de la restauration. Dans tous les milieux, tous les entrepreneurs sont inquiets de perdre une grande part de leur personnel. Alors, pour mieux comprendre les revendications, on reçoit, je pense qu'il est maire, mais il est militant. Il est à Québec, le maire de Québec, Bruno Marchand. Bonsoir. Bonsoir. Parce que vous avez tenu un point de presse en décembre là-dessus, sonnant l'alarme. Vous étiez entouré de gens qui vivaient dans cette incertitude. Merci d'être avec nous ce soir, Bruno Marchand. Ça fait plaisir. Et Véronique Proulx, présidente, directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonsoir, Madame Proulx. Merci d'être avec nous ce soir. Alors, vous avez, d'une part, M. Marchand, entendu David Gentili, ça c'était pour le monde hospitalier, mais il y a tout le monde des affaires. Dans votre ville, si votre CHU de Québec perd des centaines d'employés, c'est grave, non? Ben oui, c'est grave. C'est très grave. Et le problème qu'on a présentement, c'est que c'est très grave pour les centres hospitaliers, c'est très grave pour les maisons de pension pour personnes âgées, c'est très grave pour nos restaurateurs. On a des restaurants ici, on a un propriétaire de franchise qui a plus de la moitié de ses employés qui viennent de ces programmes-là et pour lesquels, présentement, il y a de l'incertitude. Il pourrait perdre plus de la moitié de ses employés. C'est grave pour des employés de la ville, c'est grave pour des gens qui travaillent comme travailleurs-travailleuses autonomes. Les conséquences de ça, elle avait raison, cette dame qui parlait avant, c'est d'abord inhumain sur les gens qui le vivent, mais c'est inhumain sur les propriétaires d'entreprise, c'est inhumain sur les collègues de travail, c'est inhumain sur ceux qui obtiennent des services. Et là, présentement, ce qu'on entend, c'est du monde pour nous dire, bien, vous devriez être rassurés. Plus capable d'entendre ça. Plus capable. Ça fait plus qu'un mois qu'on a commencé à mettre de la pression, qu'on a dit ça prend quelque chose, ça prend des solutions. Et les solutions ne viennent pas. Et présentement, on joue à un jeu qui est dangereux, c'est-à-dire de perdre des gens qui sont efficaces, qui sont pertinents et qui nous aident, sous le prétexte que, il y a Ottawa qui n'a pas fait ci, il y a Québec qui n'a pas fait ci. J'en ai rien à battre de savoir si c'est la faute du Québec ou du Canada. Les deux sont responsables. Trouvez des solutions. Enfermez-vous dans une pièce, sortez votre génie, et arrêtez de nous servir des « on veut », montrez-nous qu'on peut. Oui. Et pour vous, Mme Proulx? Bien, écoutez, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Si on regarde le Québec au cours des 10 prochaines années, c'est 1,4 million de postes qui seront à combler, compte tenu des départs à la retraite qui auront lieu. Et effectivement, il y a le programme d'expérience québécoise qui a été fermé, mais il faut aussi rappeler que la pression qui est très forte sur les entreprises maintenant, elle vient également du fait que le programme des travailleurs étrangers temporaires, il y a eu des restrictions et les permis ne sont pas renouvelés. Et en plus de ça, on a réduit les seuils d'immigration de façon importante. Donc, ça met énormément de pression sur les entreprises, sur les communautés, sur les régions, dans tous les secteurs d'activité. Et ce sont des entreprises dont les travailleurs vont devoir quitter. Donc, on parle d'entreprises qui vont réduire leurs heures de service, des entreprises qui vont réduire leur production et surtout des entreprises qui n'investiront pas. Et partout au Québec. Partout au Québec, n'est-ce pas? Partout au Québec. Partout au Québec. J'étais en Abitibi juste avant les fêtes, en Abitibi-Témiscamingue, dans Chaudière-Appalaches, région manufacturière très forte, dans le Bas-Saint-Laurent, mais même dans le Grand Montréal, on a des entreprises qui sont concernées. On parlait du secteur de la santé. Il y a le manoir Harwood dans Vaudreuil-Soulanges, qui est un CHSLD privé. Environ 20% des travailleurs sont sur des permis de travail temporaires. Et ce sont des gens qui sont venus justement avec la promesse de pouvoir accéder à l'immigration permanente via le programme d'expérience québécoise. Donc, ça touche des secteurs névralgiques, les soins à la population. Je pourrais vous parler d'abattoirs, je pourrais vous parler de secteurs de produits pharmaceutiques. C'est vraiment tous les secteurs, toutes les régions qui sont concernées par la fermeture du PEC et les deux autres programmes d'immigration qui sont affectés également. On a un gouvernement qui prône le développement économique partout dans les régions. Bruno Marchand, vous êtes la capitale nationale. Parce que ce que le gouvernement nous dit aussi, il faut sortir de Montréal à cause du français. Mais les gens dont on parle sont déjà installés, ils parlent français, on est allé les chercher, ils gagnent d'assez bons salaires. Dans le monde, dans le réseau de la santé, ça gagne des bons salaires. Dans le domaine de l'hôtellerie, hier, on sonnait l'alarme également. Ça gagne aussi des bons salaires. Puis on dit, c'est des Québécois qui vont faire ça. Est-ce que vous croyez à ça, que c'est des Québécois qui vont faire ça? Impossible. Impossible. Ce que vient de dire la précédente intervenante, c'est tout à fait juste. Présentement, à Québec, on a un taux de chômage qui s'approche des 3 %. Alors, c'est impossible de penser... Oui. Alors, on est dans une situation inverse au Canada. On est dans une situation très favorable. Ça va super bien, parfait.
Mais notre monde économique a besoin d'aide. A besoin d'aide pour remplir les carnets de commandes, a besoin d'aide pour remplir les services qui se sont engagés à livrer, que ce soit pour la fonction publique, que ce soit dans le privé, que ce soit auprès de partenaires. C'est impossible. Présentement, on évalue juste à Québec que c'est 13 000 personnes qui sont en attente de statut et qui pourraient devoir partir d'ici les 2 prochaines années. Imaginez, là, on est déjà en manque de personnel. On a déjà des besoins criants pour la suite. Mais élagons ça de côté, là. Il y a des débats à venir sur l'immigration, parfait, à venir, parfait. Maintenant, ceux qui sont ici, ceux qui nous ont choisis, ceux qu'on a recrutés, les gens ont raison de dire qu'on a changé les règles du jeu. Les gens ont raison de dire qu'en cours de route... En cours de route. Oui. Les politiciens se sont rendus compte, oh mon Dieu, je pense que les Canadiens aiment plus ça ben l'immigration. On va poser des gestes, à mon avis, populistes et qui sont, selon moi, inacceptables sur le dos d'humains à qui on a fait des promesses, mais en plus, sur le dos d'un tissu économique, sur le dos d'enfants, sur le dos de parents, sur le dos de proches, et qui, pour l'instant, sont en attente et à qui on dit, devrait trouver des solutions. Les solutions, on les veut pas dans 3 mois, on les veut maintenant. Ouais. Mais en plus, qu'on est dans un gouvernement qui est en sursis. Il va gouverner, mais il va peut-être changer. Là où le nouveau premier ministre va peut-être changer d'idée. Monsieur Roberge, lui, change pas d'idée. Madame Proulx, on veut comprendre quelque chose, sans doute, à la maison. Quand le gouvernement a dit, on va traiter les cas qui ont postulé, puis les autres vont être invités avec le nouveau programme. On ne sait pas quand, on ne sait pas quelle va être la réponse. Madame Coudier, que vous avez entendu au début, elle ne connaît aucun cas où qui a été accepté en vertu du programme d'invitation, Madame Proulx. Et ceux qui ne pouvaient pas postuler, c'est tous ceux-là que vous défendez, ceux qui n'avaient pas atteint le délai de 24 mois ou 36 mois pour les études ou pour le travail, ils ne pouvaient pas postuler d'avance, d'autant que le programme était suspendu pendant 1 an. Non? Exactement. C'est une très bonne question. Quand le PEC est en place, pour illustrer, là, c'est comme si on est dans une file d'attente, OK? Fait qu'on sait, on a une idée de combien de personnes il y a avant nous. On connaît les critères pour savoir si on va pouvoir accéder. Donc, il y a de la prévisibilité. Et ça, c'est vrai pour tous ceux qui cumulaient 24 mois d'années d'expérience. Donc, tous ceux qui sont arrivés en 2024-2025 n'ont pas pu accéder au PEC. On leur dit, vous allez aller dans le PSTQ, on va privilégier les gens en région, on l'a beaucoup entendu, les gens qui parlent en français, les gens dans le manufacturier, dans la santé. Là, c'est comme si vous êtes dans une banque de candidats, mais vous savez pas à quel moment on va ouvrir les portes, vous savez pas quels sont les critères, comment vous allez vous positionner. Donc, le travailleur, il n'y a aucune visibilité, prévisibilité par rapport à quand et s'il y a des chances de passer. Et si lui, il n'en a pas, ben son employeur n'en a pas non plus. Alors, je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Qui va investir pour augmenter sa production, exporter davantage? On dit aux entreprises, diversifiez vos marchés d'exportation. On dit aux entreprises, restez au Québec. On leur dit, on va avoir des grands chantiers dans le secteur énergétique, dans le secteur minier, infrastructure. On va avoir besoin de vous. Il paraît qu'on a besoin de 40 000 travailleurs seulement dans la construction. Alors, cette clause... Allez-y, terminez. Alors, j'allais dire, avec quel travailleur? Il y a une incohérence. Et M. Marchand a raison de dire que la question de l'immigration, là, il y a une chicane qui existe entre le fédéral et le provincial depuis des années. Et ça se fait au détriment de nos entreprises, notre économie. Et maintenant, ils doivent passer de la parole au geste. Ils doivent agir maintenant pour permettre aux gens de garder leurs travailleurs. Oui. Quelle question on devrait poser à Ottawa? Parce que là, on blâme le PEC. Mais là, Québec dit que c'est la faute d'Ottawa qui a fait rentrer trop de travailleurs temporaires. Et nous, on va inviter les gens cette année, à condition que ça ne dépasse pas le plafond de 29 000 personnes, M. Marchand. Oui, mais ça, c'est un plafond théorique qui a été déterminé politiquement. Si on se dit que pour les prochaines années, on en veut 29 000 ou 30 000 ou 45 000, nous autres, on est d'un autre avis. Là, à Québec, ça nous en prend 13 000 de plus par année. Ça, c'est pour la Ville de Québec qui est dans une situation peut-être particulière. Là. Mais ça, c'est le futur. Ceux qui sont déjà là présentement et qui travaillent déjà et qui contribuent déjà, il faut trouver des solutions. Alors, quand Québec dit « Ah, Ottawa devrait faire ci », il a raison. Ottawa devrait faire mieux. Mark Carney devrait se saisir du dossier et dire les règles qu'on a établies, peut-être après avoir dépassé les bornes dans les dernières années parce qu'on en a trop accueillis, on va pas les faire sur le dos des gens qui ont été accueillis et qui sont en place et qui travaillent chez nous. Mais aussi, le fédéral a aussi raison de dire que Québec a une responsabilité. Les permis de travail, la question des quotas en entreprise, le 10 par entreprise, par exemple, ça, c'est Ottawa. Mais la question des admissions à travers les programmes, la question de la capacité de résider ici, ça appartient à Québec. Alors, il n'y a pas un des deux qui devrait s'en laver les mains. C'est une question... On est vraiment dans une situation qui ressemble à une crise. Et on a l'impression que les politiciens nous servent du réchauffé en disant et je suis sûr qu'ils sont honnêtes. On veut régler les dossiers. Je veux pas savoir si vous voulez régler. Je veux savoir comment vous allez le faire puis quand vous allez le faire. Parce que c'est maintenant que ça se passe. Mais est-ce qu'il y a urgence? Parce que Mme Fréchette semble pas... Jean-François Roberge, qui l'appuie Mme Proulx dans la campagne, ils veulent pas changer d'idée. Est-ce qu'elle va consulter? Mais c'est l'urgence, là, parce que
c'est le 12 avril qu'on va avoir un nouveau ou une nouvelle première ministre, là. Puis il y a des délais qui arrivent là, pour des gens qui vont pouvoir partir au mois de mai, au mois de juin, parce qu'ils vont avoir leur diplôme universitaire. Il va falloir qu'ils s'en aillent après. En fait, il y a deux choses que le prochain premier ministre pourra faire. Puis nous, ça va clairement faire partie des priorités qu'on va mettre de l'avant. D'une part, c'est de permettre de poursuivre à tous ceux qui étaient arrivés au Québec d'avoir accès au PEC pour avoir la prévisibilité. Et la deuxième des choses, c'est de dire au gouvernement fédéral, on aimerait que vous mettiez un moratoire sur les restrictions liées au programme des travailleurs étrangers temporaires. On aimerait que vous renouveliez vos permis de travail. Parce que le gouvernement fédéral ne bougera pas tant que Québec ne donne pas son accord. Et ça, c'est important de le comprendre. Et eux le comprennent et ils pourraient agir là-dessus dès maintenant. D'accord. Et Mme Proulx a raison, Mme Sow, je peux me permettre. Là. Oui. On ne peut pas attendre au 12 avril. Là. C'est maintenant qu'on peut trouver des solutions. Là. Il y a un enjeu humanitaire, il y a un enjeu économique. Là. On ne va pas se permettre d'attendre jusqu'au 12 avril que quelqu'un soit élu, puis peut-être ait l'idée d'appeler le fédéral. Les solutions, elles existent maintenant. Ça ne prend pas tête à Papineau pour les mettre en place. Ça prend juste de la bonne volonté. On est nombreux à dire que la solution, elle existe. Mme Proulx donne des exemples. C'est maintenant que ça se fait. Sinon, dites-nous pas que vous voulez le faire, vous le faites pas. Vous avez une solidarité de tous les milieux. Là. On pourrait rassembler des dizaines et dizaines de personnes dans un studio qui crieraient au secours pour que ça change. Si on avait à définir, Mme Proulx vient de le faire un peu, cette fameuse clause grand-père. D'abord, le gouvernement a dit, il y en a une clause grand-père. Mais ce que vous nous dites, c'est pas une vraie clause grand-père. Mais la vraie clause grand-père, c'est celle qui permettrait à ceux arrivés en 2023, 2020, je sais pas, je dis ça comme ça, à être protégés parce qu'il y a eu, il faut tenir compte de la suspension du programme pour lequel ils ne pouvaient pas appliquer. Ce serait quoi la fenêtre, la délimitation, si on veut, de la période de temps, Mme Proulx, pour demander au gouvernement d'agir? Bien, tous ceux qui sont déjà ici, indépendamment de leur forme de visa, là, qui sont sur un permis de travail temporaire, devraient avoir la possibilité d'appliquer parce qu'ils sont venus avec cette promesse-là et cette possibilité-là. On comprend que les règles peuvent changer pour des gens qui ne sont pas encore ici, mais il faut le rappeler, là, un employeur qui va chercher des travailleurs à l'étranger, beaucoup ont fait des missions commerciales, ça leur coûte de 10 à 12 000 de faire venir quelqu'un. Donc, nécessairement, quand on fait ça, c'est vraiment une action de dernier recours. Là. On ne fait pas ça parce qu'on ne veut pas trouver des travailleurs locaux, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Et ça, c'est important de le comprendre. Et j'y reviens. Les gens qui sont ici, là, ils sont logés, ils parlent le français, ils sont intégrés et ils veulent rester. Et les employeurs veulent les garder. Dernier mot à vous, M. Marchand, en quelques secondes. Bien, on s'engage en politique pour régler des problèmes, pas pour les faire perdurer. Alors, je m'attends que M. Lacombe, je m'attends que le fédéral, M. Carney, M. Legault, je m'attends que ceux qui sont là présentement trouvent des solutions maintenant, pas dans 2 mois, pas dans 3 mois, pas plus tard, pas en donnant des bons vœux, en trouvant des solutions pour du monde qui présentement en arrache, qui sont dans l'angoisse, et des entrepreneurs qui vivent aussi cette même angoisse pour l'économie du Québec, mais aussi pour notre réputation et notre savoir-vivre de respecter notre promesse. C'est entendu. Merci beaucoup, Mme Proulx. Merci beaucoup. Maintenant, avec un expert en immigration, Guillaume Clich-Rivard, qui est aussi leader parlementaire de Québec solidaire. Bonsoir, Guillaume Clich-Rivard. Bonsoir, Mme Tissot. J'imagine que vous êtes d'accord avec tout ce que vous venez d'entendre. Pourquoi ça ne débloque pas, d'après vous? C'est une bonne question. C'est à M. Roberge vraiment de répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que le dossier, c'est pas la dernière fois qu'on en parle. Dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, il va en avoir d'autres, des situations, des histoires, des témoignages, puis ça va continuer. Et M. Roberge et Mme Fréchette pensent que la crise va se résorber du jour au lendemain. C'est pas le cas. Ça fait mal aux gens qui veulent rester, puis ça fait mal aux entrepreneurs. Ça fait mal à tout le monde. Puis là, ça fait mal au réseau de la santé, vous l'avez dit. L'éducation. Si on a vu des enseignants perdre... Et ce dossier-là, ils vont le traîner jusqu'à l'élection. Je vous le dis tout de suite, là, ça va devenir une question électorale parce que l'ensemble du milieu syndical, vous l'avez nommé, est d'accord. L'ensemble du milieu des affaires est d'accord. Le milieu collégial, universitaire est d'accord. Les municipalités sont d'accord. Donc, cette question-là ne va pas se terminer le 12 avril. Elle va se poursuivre jusqu'à l'élection. Mais c'est devenu une question politique de dire on va protéger le français au Québec, on va protéger la nation québécoise, on va plafonner l'immigration à 29 000. Est-ce que ceux qui seraient couverts par une clause grand-père revendiquée par tous les milieux dépasseraient le nombre de 29 000? Bien, d'un, on n'est pas obligé de dépasser le nombre de 29 000. On peut donner le PEC, le CSQ, le Certificat de sélection du Québec, puis après ça, déterminer l'admission, finalement, quand est-ce que la personne devient résidente permanente. Mais le PEC, le CSQ les protège, puis leur permet d'accéder à différents types de statuts par la suite. Par exemple, renouveler un permis de travail post-diplôme, puis rester ici. C'est ce que ces gens-là demandent. Après, dans le programme... Ils ont été privés, ces gens-là, de la possibilité de postuler par la fin du programme. Le programme était fermé. Ça n'a pas été dit assez souvent, ça. Vous avez raison de le dire,
dire. Puis après, on a un bassin du programme régulier, puis le PEC est là-dedans. Pour l'économique, vous disiez 29 000, ce sont les deux. Après, le PEC prend quelle proportion du 29 000? Ça, c'est à déterminer, mais on ne peut pas dire arbitrairement qu'il n'y a pas de place pour le PEC, alors que ce sont ceux qui sont ici. Ce sont ceux qui sont francophones, vous l'avez dit. Ce sont nos experts, ce sont ceux qui travaillent. Il faut tracer la ligne quand même. Tu sais, à Québec, c'est 13 000. Tout à fait. Mais après, rien n'est impossible dans la mesure où c'est le seuil de résident permanent qu'on accueille par année. Après, on peut émettre un CSQ à quelqu'un puis lui dire qu'il sera résident permanent l'année prochaine. Ou dans 5 ans. Ou dans 5 ans, peut-être c'est loin parce que là, quelqu'un aspire à obtenir la résidence permanente. Un point sur lequel je voulais aller, M. Roberge nous ramène au PSTQ. J'ai regardé le site du MIFI avant d'arriver tout à l'heure. M. Roberge n'a pas fait d'invitation dans le PSTQ depuis 2 mois maintenant. Depuis le mois de décembre. Alors, il renvoie tout le monde vers le nouveau programme, le PSTQ, mais il ne sélectionne pas. Mais en même temps, j'entendais l'infirmière chez Patrice Roy plutôt dire qu'on a diffusé un extrait, dire qu'elle n'a pas vu aucun code d'admission. Ben, voilà. Mais M. Roberge, là, on envoie des milliers, là, on va envoyer des milliers d'invitations. Bien, on va envoyer quand? On ne le sait pas. Je viens de vous dire, ça fait 2 mois. Ouais. Là. Il a fait certaines sélections en décembre. Tant mieux. Moi, les gens qui sont choisis dans le PSTQ, je pense que ce sont des bons candidats. Mais vraisemblablement, il n'y a pas tout le monde qui est choisi parce que des infirmiers, des infirmières, des enseignants, des professeurs, moi j'en connais bien. Dans la restauration aussi. Dans la restauration aussi. Même dans le milieu de la recherche pour le traitement du cancer, moi j'ai un médecin à Griffintown dans mon quartier qui n'est pas sélectionné puis qui va devoir probablement quitter, possiblement. C'est grave là, ce qui se passe. Ça a des grands impacts pour les Québécois et les Québécoises. Mais M. Robert, je renvoie vers un programme dans lequel il ne fait pas d'invitation, il ne fait pas de sélection depuis 2 mois maintenant. Alors, quel geste serait à poser, au fond, pour que ça se dénoue rapidement? M. Marchand nous dit que ça ne peut pas attendre. Là. Tout à fait d'accord avec M. Marchand. Avril. Ça, c'est sûr, dans l'opposition. Mais comme vous êtes aussi un expert en immigration, on vous invitait sur ces sujets-là. Tout à fait. Alors, quel serait le geste urgent à poser? On permet la clause de droit acquis, on ouvre le programme, on permet aux gens d'appliquer dans le programme, puis ensuite, on verra comment on gère l'arriéré, comment on gère le nombre, mais au moins on sécurise les statuts. Parce que là, il y a véritablement des statuts qui expirent la semaine prochaine, le mois prochain, des gens qui sont dans la déroute, dans l'anxiété. On peut faire le bon geste. Et on pour sécurise. ouvrir le projet, il a été suspendu 1 an à peu près, puis il a été aboli au bout de ce temps-là, l'automne dernier. Il n'a pas formellement été aboli de manière législative ni réglementaire. Il existe encore. Le mécanisme, disons, sa structure est toujours existante dans le règlement. Il s'agirait que le ministre décide de sélectionner puis de réouvrir le programme, puis de recevoir des invitations puis des dossiers dans ce dossier-là. Est-ce que ça prend une réunion du Conseil des ministres pour dire on a un décret? Ça prendrait un décret, ce qu'ils peuvent faire dès la semaine prochaine. Le Conseil des ministres, c'est le mercredi. Exactement. On est à quelques jours d'une possible résolution de crise, je l'espère peut-être, Bon. mais j'espère qu'ils vont. Vous allez rentrer à l'Assemblée nationale la semaine prochaine? Tout à fait. Puis comme je le disais, ce dossier-là va être martelé toute la session jusqu'à l'élection, ça j'en suis certain. Puis vos collègues libéraux et péquistes sont d'accord avec vous? Les libéraux ont été vocaux. Je n'ai pas entendu la position officielle du Parti québécois, je ne la connais pas, mais les libéraux appuient la cause. Très bien. Alors, M. Tley-Shrivard, merci beaucoup.